Tasmanie, Nacho. À l'extrême sud de l'Australie, là où le continent s'ouvre sur l'immensité bleue de l'océan austral, se trouve la Tasmanie, une île souvent décrite comme le bout du monde. Séparée du continent par le détroit de Bass, large de 240 km, elle offre une impression à la fois de connexion et d'isolement, de familiarité et de différence. L'air y est plus pur, les paysages plus verdoyants et le rythme de vie plus lent. Pour les voyageurs arrivant de Melbourne en ferry, la première vision de Devonport se fait après une traversée de nuit. L'océan est agité, les vents constants et l'horizon toujours en mouvement, rappelant que nous sommes dans le domaine des 40e rugissants, ces puissants vents d'ouest qui font le tour du globe entre les latitudes 40 et 50. Pour d'autres, le voyage commence dans les airs. Un court vol depuis Sydney ou Melbourne. Une descente à travers les nuages qui dévoilent une mosaïque de forêts, de terres agricoles et de littoral. Vue du ciel, la Tasmanie ressemble à un continent miniature, avec ses sommets enneigés, ses lacs glaciaires et sa nature sauvage préservée. Malgré sa petite taille, à peine équivalente à celle de l'Irlande, la Tasmanie offre une diversité extraordinaire. En une seule journée, on peut se promener sur une plage déserte, traverser une forêt tropicale humide et admirer le coucher du soleil sur les plaines alpines. 40% de sa superficie est protégée en tant que parc national ou site du patrimoine mondial, ce qui en fait l'une des régions les mieux préservées de la planète. Ici, la vie s'écoule à un autre rythme. À Hobart, la capitale du Sud, des entrepôts en grès bordent le port où les bateaux de pêche déchargent leur pêche du jour. À 2 heures de là, des routes serpentent dans des vallées où vergers de pommiers, piscicultures et vignobles prospèrent dans la fraîcheur de l'air. À l'ouest, point de ville, seulement des forêts qui se dressent depuis l'époque des dinosaures. L'isolement de la Tasmanie, séparée du continent, a façonné son identité. Ses habitants sont fiers de cette situation. Ils appellent l'île Tassie et la perçoivent non comme une annexe de l'Australie, mais comme son cœur, un lieu où la nature règne encore en maître. Ici, la distance a préservé non seulement la faune et la flore, mais aussi l'identité, de la culture vivante du peuple Palawa, les Premières Nations de Tasmanie, aux petits villages qui conservent leurs racines héritées de l'époque des bagnards. Cette île recèle une dualité qui imprègne chaque voyage qu'on y effectue, nature sauvage ancestrale et créativité contemporaine. Dans la même journée, on peut se promener au milieu de pins huon quaternaires à l'ouest, puis visiter un musée d'art d'avant-garde construit à même la Roche près de Hobart. On peut déguster un whisky local distillé avec de l'eau glaciaire ou sillonner des routes de montagnes désertes où vivent en liberté Womba et Wallaby. Le climat contribue à l'atmosphère si particulière de la Tasmanie. Les étés sont doux, les hivers longs et humides. Les Tasmaniens disent qu'on peut y vivre les 4 saisons en une seule journée, et ils ne plaisantent pas. Il n'est pas rare que la brume descende du mont Wellington à midi, et que l'après-midi, le soleil inonde la vallée de la Derwent. C'est cette imprévisibilité qui confère à la Tasmanie son authenticité. Ici, rien ne paraît artificiel, tout semble vécu. Pour les cinéastes comme pour les voyageurs, la Tasmanie est un monde en miniature, compact mais d'une infinie diversité. Sa lumière change d'heure en heure, ses paysages semblent se métamorphoser au gré des caprices du temps. Et sous ce mouvement incessant se cache une quiétude, l'impression d'avoir pénétré dans un lieu hors du temps. Cette série commence ici, aux confins du monde, un lieu qui nous rappelle comment l'isolement peut devenir source d'inspiration et comment une île autrefois négligée se dresse désormais comme l'une des dernières frontières véritablement sauvages du monde moderne. Hobart, nichée entre mer et montagne, est une petite capitale qui allie le dynamisme d'une grande ville portuaire à la tranquillité d'un village insulaire. Fondée en 1804 comme colonie pénitentiaire, elle est devenue le cœur culturel de la Tasmanie, un lieu où les entrepôts coloniaux en grès côtoient l'art moderne audacieux, où les effluves de sel marin se mêlent à celles du café torréfié qui flotte dans les ruelles étroites. La ville s'étend le long de la rivière Derwent, dominée par le mont Wellington. La montagne se détache à l'horizon où que se porte le regard. Par temps clair, elle se teinte de rose sous les premiers rayons du soleil. L'après-midi, elle se pare souvent de nuages ondulants. Les habitants l'appellent simplement la montagne. Et elle rythme leur quotidien, leur rappelant sans cesse que la nature sauvage commence juste au-delà des limites de la ville. Sur le front de mer, Hobart a conservé son âme de port en activité. Les bateaux de pêche déchargent langoustines et ormeaux à côté d'élégants yachts.
les anciens entrepôts de Salamanca Place, jadis remplis de laine et d'huile de baleine, abritent désormais des cafés, des galeries et de petits ateliers. Chaque samedi, le marché de Salamanca anime la rue pavée. Un dédale d'étal proposant fromages locaux, miel, objets en bois et laine tissée à la main. Des musiciens jouent des airs folkloriques tandis que les visiteurs dégustent des huîtres ou du cidre chaud. C'est l'initiation idéale à la vie tasmanienne. Créative, proche de la nature et profondément ancrée dans le terroir. Juste après le marché, Battery Point dévoile le passé colonial de la ville. D'étroites ruelles bordées de cottages du 19e siècle grimpent la colline depuis le port. Certaines maisons arborent encore des noms de navires sur leur portail, un clin d'œil aux marins qui y ont jadis vécu. L'air embaume légèrement la mer et en hiver, les rues s'emplissent de fumée de bois provenant des vieilles cheminées. C'est l'un des rares quartiers d'Australie où l'histoire semble palpable. Mais Hobart n'est pas prisonnière de son passé. Le musée d'art ancien et nouveau, Mona, a transformé le regard que l'on porte sur la ville. Niché dans les falaises en amont de Berrydale, il offre un mélange fascinant de tunnels souterrains, d'installations interactives et de collections d'art du monde entier. S'y rendre en ferry depuis le port donne l'impression de pénétrer dans un autre monde. Le fondateur du Mona, David Walsh, souhaitait qu'il choque et divertisse, et il remplit parfaitement son rôle. La présence du musée a contribué à faire de Hobart l'une des villes les plus créatives d'Australie. Pour les gourmets, l'isolement de l'île est devenu un atout. Les restaurants privilégient les circuits courts et les produits de saison. Dans les bistrots du front de mer, les menus varient au gré des arrivages, coquilles Saint-Jacques, truites ou langoustines. Dans les ruelles de North Hobart, on trouve des boulangeries utilisant de la farine locale et des bars à vin proposant des pinots noirs de climat frais de la vallée de Tamar. Même un repas décontracté dans un pub est souvent préparé avec des ingrédients provenant des environs. Le rythme de Hobart change au gré des saisons. En été, les gens se rassemblent sur les quais pour des festivals et des concerts en plein air. En hiver, lorsque la brume enveloppe le fleuve, la ville ralentit. Le festival annuel d'Arc Mofo illumine les rues de feux de joie, de musique et d'œuvres d'art célébrant les nuits les plus longues de l'année, nous rappelant que l'isolement peut aussi être source d'énergie. Pour les voyageurs, Hobart est à la fois une destination et un point de départ. En quelques heures, on peut rejoindre des sommets alpins, des côtes sauvages ou une forêt tropicale luxuriante. Pourtant, nombreux sont ceux qui s'y attardent, séduits par son charme, sa créativité et sa beauté naturelle. Depuis le pont d'un ferry ou le belvédère du mont Wellington, on comprend ce qui rend cette capitale si unique. Ce ne sont pas seulement les paysages ou l'art, mais la façon dont les deux coexistent. Hobart vit en harmonie, ville et nature sauvage, histoire et modernité, air marin et vent de montagne. Et c'est de là que commence le voyage au cœur sauvage de la Tasmanie. À seulement 30 minutes du port de Hobart, la route s'élève abruptement vers le mont Wellington, Kunani, ce sommet de 1271 mètres qui domine l'horizon de la ville. L'ascension jusqu'au sommet donne l'impression de traverser plusieurs univers en un court trajet. On commence au cœur de paisibles banlieues où les eucalyptus surplombent les jardins et où l'air embaume légèrement le sel de la rivière Derwent. En quelques minutes, les maisons disparaissent, laissant place à de hautes forêts humides d'eucalyptus à écorce fibreuse et de hêtres myrtes. Des fougères bordent la route, leurs frondes ruisselant de brume. À mesure que la voiture grimpe, la lumière change, plus douce, plus froide, plus diffuse. La forêt s'éclaircit pour laisser place aux eucalyptus des neiges, puis à un plateau balayé par le vent, couvert de buissons bas et de lichens. En hiver, des plaques de neige persistent au bord de la route. En été, les mêmes rochers scintillent sous la chaleur. Au sommet, le Belvedere Pinnacle offre une vue à 360 degrés à couper le souffle. Hobart s'étend en contrebas comme une ville miniature. Quais, ponts et maisons épousent les méandres du fleuve. Au-delà, la péninsule de Tasman s'avance dans la mer et, à l'ouest, la forêt s'assombrit, marquant le début de la nature sauvage de Tasmanie. Par temps clair, on aperçoit l'île Bruny et les crêtes lointaines du parc national du sud-ouest. Mais ici, le temps est en perpétuelle instabilité. Les locaux disent qu'on peut y vivre les 4 saisons en 1 heure, et c'est vrai. Un instant, le soleil inonde la terrasse. L'instant d'après, un mur de brouillard masque l'horizon. Les rafales de vent peuvent dépasser les 100 km/h, rendant même quelques pas à l'extérieur périlleux.
C'est ce qui fait le charme de la montagne, son caractère imprévisible et sauvage. Pour de nombreux habitants de Hobart, le Kunani n'est pas qu'un simple paysage, c'est un rituel quotidien. À l'aube, randonneurs et cyclistes gravissent les sentiers qui serpentent à travers les contreforts. Certains font une halte à The Springs, une aire de pique-nique à mi-chemin, ombragée par de grands eucalyptus, avant de poursuivre leur route vers des sentiers plus élevés comme celui des Organ Pipes. Les Organ Pipes, une série de falaises de dolérite verticales formées par d'anciennes coulées de lave, s'élèvent à près de 100 mètres de hauteur et attirent des grimpeurs du monde entier. En hiver, leur sommet scintille souvent de givre tandis que les cascades se transforment en de fins rubans de glace. Pour les visiteurs, la montagne propose des sentiers adaptés à tous les niveaux. Le sentier Pinnacle débute près de Ferntree et serpente à travers des ravins moussus et des racines d'arbres glissantes sous la pluie. Le sentier Zigzag offre des montées abruptes et des panoramas qui se dévoilent progressivement, récompensant la patience. Les vététistes empruntent le sentier nord-sud, un itinéraire spécialement aménagé qui traverse la forêt tropicale et la lande alpine avant de rejoindre la ville en contrebas. Chaque sentier révèle une facette différente de la montagne, de l'épaisse végétation de fougères aux crêtes exposées où seules les plantes les plus robustes survivent. En hiver, les habitants montent en voiture pour admirer la neige, un petit événement qui transforme le sommet en terrain de jeu. Les enfants construisent des bonshommes de neige au bord de la route, tandis que les adultes préparent du café dans la voiture, observant les nuages défiler à hauteur des yeux. En été, il n'est pas rare de croiser des photographes s'attendant les premières lueurs du jour, lorsque la ville en contrebas se pare d'orange et que les sommets de la péninsule de Tasman émergent de la brume telle des îles. Le mont Wellington, Kunani, est bien plus qu'un simple décor pour Hobart. C'est une frontière vivante entre la ville et la nature sauvage, la mer et le ciel. Pour les voyageurs, c'est la manière la plus simple de comprendre l'essence de la Tasmanie. Une nature omniprésente, toujours à portée de main. De là, le voyage se poursuit vers le sud et l'est, en direction des falaises et du passé bagnard de la péninsule de Tasman, où l'histoire rencontre l'océan. À 1h30 de Hobart, la route se rétrécit à l'approche de la péninsule de Tasman, une portion de littoral accidenté où les falaises plongent à pic dans l'océan austral. À son extrémité se trouve Port Arthur, un lieu qui symbolisait autrefois la limite la plus reculée de l'Empire britannique. Aujourd'hui, le calme règne. L'air embaume le sel et l'eucalyptus, et l'eau de la baie, d'un calme plat, reflète les collines qui jadis emprisonnèrent des hommes. Les visiteurs déambulent parmi les vestiges de la colonie pénitentiaire du XIXe siècle, murs de grès, toits effondrés et pelouses où se dressaient autrefois des rangées de cellules. Difficile d'imaginer que ce cadre paisible ait jadis abrité l'un des bagnes les plus cruels au monde. Port Arthur fut fondé en 1830 comme camp de bûcherons, puis transformé en une importante prison pour les récidivistes déportés de Grande-Bretagne. Son isolement rendait l'évasion quasi impossible. L'étroit isthme d'Eagle Hawk Neck, unique voie terrestre de sortie, était gardé par des chiens et des soldats. Pendant des décennies, des milliers d'hommes y vécurent et y travaillèrent, coupant du bois, forgeant du métal et construisant les murs mêmes qui les emprisonnaient. Se promener sur le site aujourd'hui, c'est comme remonter le temps. Le pénitencier, désormais sans toit, se dresse au centre, ses hautes fenêtres ouvertes sur le ciel. Non loin de là, la prison d'isolement témoigne de l'évolution des châtiments, de la souffrance physique au contrôle psychologique. Chaque détenu disposait d'une petite cellule silencieuse. Il leur était interdit de parler, de manger, voire de prier ensemble. Les gardiens se déplaçaient en chaussures silencieuses afin que les prisonniers ne se rendent pas compte qu'ils étaient observés. Ce concept était appelé « réhabilitation morale », mais le silence lui-même devint une autre forme de torture. Le musée situé à l'intérieur du centre d'accueil des visiteurs donne vie à ces histoires. Grâce à d'anciens documents et à des objets retrouvés, il relie les visages des condamnés à leurs crimes et à leur destin. Nombre d'entre eux ont été déportés pour vol ou délits mineurs, ce qui nous rappelle que les personnes envoyées ici étaient souvent victimes de la pauvreté plutôt que des criminels endurcis. Des lettres et des journaux intimes révèlent des détails surprenants, des moments d'humour, d'espoir ou de nostalgie du foyer. Pourtant, Port Arthur n'est pas seulement synonyme de souffrance. Au fil du temps, c'est devenu un lieu de transformation. Lorsque la déportation prit fin dans les années 1850,
D'anciens prisonniers restèrent sur place, travaillant comme hommes libres. Le site se transforma ensuite en une petite communauté, puis en un lieu de mémoire. En 2010, Port Arthur a été inscrit au patrimoine mondial des sites pénitentiaires australiens, aux côtés d'autres prisons de l'époque coloniale à travers le pays. Ce classement reconnaît son importance mondiale, non seulement comme lieu de punition, mais aussi comme témoignage de la société industrielle pionnière que la Grande-Bretagne a exportée dans le monde. Aujourd'hui, les visiteurs explorent les ruines lors de visites guidées et de croisières dans le port qui font le tour de l'île des Morts, ce petit cimetière insulaire où reposent côte à côte forçats et officiers. Le contraste est saisissant. Eau turquoise, collines verdoyantes et un silence seulement troublé par le chant des oiseaux. La nature a adouci ce que le temps n'a pu effacer. Le soir, le site propose des visites aux lanternes qui retracent des histoires de fantômes et des légendes locales. Elles font partie intégrante de l'expérience, mais la véritable force de Port Arthur réside dans son authenticité. Debout dans la cour, au crépuscule, on ressent aisément le poids de l'histoire et la résilience de l'humanité. En quittant Port Arthur, la route longe la côte en direction de l'un des paysages les plus spectaculaires de Tasmanie, la péninsule de Tasman, où le continent s'achève en un mur de pierre. Le paysage change rapidement. Les paisibles terres agricoles cèdent la place à des falaises plongeant à pic dans l'océan, et le bruit des vagues devient constant, profond et rythmé. Ce littoral a été façonné par la pression et le temps. Des colonnes de dolérite s'élèvent à des centaines de mètres au-dessus de la mer, des tours verticales formées par d'anciennes laves refroidies en piliers hexagonaux parfaits. Depuis les belvédères de Tasman Arch et de Devil's Kitchen, l'immensité du paysage est saisissante. L'arche est un pont naturel sculpté par la mer, sa voûte encadrant l'eau bleue en contrebas. Non loin de là, Devil's Kitchen s'ouvre sur une étroite gorge où les vagues se fracassent sans cesse contre la roche, projetant des brumes dans l'air. Au bord du précipice, le bruit est si puissant qu'il semble palpable. Un rappel que cette île se trouve à la frontière mouvante de deux océans. Le Blowhole, autre site géologique remarquable des environs, gronde à marée haute lorsque l'eau s'engouffre dans un tunnel et jaillit en un nuage d'écume blanche. Les visiteurs s'y rassemblent toute l'année, appareils photo en main, tandis que les mouettes tournoient au-dessus de leur tête. C'est un véritable théâtre naturel, bruyant, imprévisible et inoubliable. Pour ceux qui souhaitent admirer les falaises depuis la mer, la croisière autour de l'île Tasman est une expérience incontournable de la Tasmanie. De petites embarcations ouvertes longent la côte au pied des imposantes parois. Vues du niveau de la mer, les falaises s'élèvent comme des cathédrales, hautes de 300 mètres, striées de couleurs minérales et d'ombre. Des phoques se prélassent sur les rochers, profitant du soleil entre deux plongées, tandis que des bancs de dauphins suivent le bateau, fendant les vagues. Des oiseaux marins, albatros, fous de bassans et cormorans, planent au ras des flots, portés par le vent qui souffle toute l'année sur ce chenal. Par temps clair, on aperçoit l'île Tasman elle-même, couronnée d'un phare solitaire qui résiste aux tempêtes depuis 1906. L'aventure fait partie intégrante de l'identité de la péninsule. Le sentier des Trois Caps, l'une des plus belles randonnées de Tasmanie, débute non loin d'ici. Ce périple de 4 jours traverse forêts, landes et falaises, offrant des panoramas changeants, des criques abritées à l'océan à perte de vue. Même les courtes randonnées, comme celle menant au Cap Hawi, sont récompensées par des vues spectaculaires. Le célèbre Totem Pole, un élan rocheux prisé des grimpeurs, se dresse au-dessus de l'océan tel un pilier sculpté par les dieux. Le sentier lui-même est bien entretenu mais exigeant, des milliers de marches de pierre, une météo changeante et un vent qui peut se transformer soudainement en vent glacial. L'effort est largement récompensé par le panorama exceptionnel sur la mer de Tasman qui s'étend à perte de vue jusqu'à l'Antarctique. Faire du kayak le long du littoral de la péninsule offre une perspective différente. Par temps calme, les pagayeurs peuvent glisser au pied des falaises, observer les otaries à fourrure plonger sous la surface ou pénétrer dans des grottes marines aux eaux turquoises scintillantes. L'air est imprégné d'odeurs de sel et de varech. Chaque son résonne, le cri d'une mouette, le clapotis d'une pagaie, le fracas des vagues au loin. C'est une expérience à la fois intime et grandiose. Malgré son aspect sauvage, la péninsule de Tasman n'est pas déserte. De petits villages comme Eagle Hawk Neck et Nubina abritent des cafés accueillants et des gîtes familiaux où l'on passe les soirées au coin du feu, bercés par le vent.
Les habitants la décrivent souvent comme le côté sauvage, non pas parce qu'elle est indomptée, mais parce qu'ici, la nature règne en maître. Les falaises, la mer et le vent incessant incarnent l'âme du sud de la Tasmanie. Au crépuscule, depuis un belvédère, la lumière se teinte d'argent et le bruit des vagues monte en contrebas. C'est ce même rythme qui façonne cette côte depuis des millions d'années, constant, rude et magnifique. De là, le voyage se poursuit de l'autre côté du chenal vers l'île Bruny, où la nature sauvage rencontre les saveurs, et où se dévoile la suite de l'histoire de l'île. Une courte traversée en ferry depuis Kettering, à seulement 40 minutes au sud de Hobart, donne l'impression de pénétrer dans un autre monde. Tandis que le bateau glisse sur le canal d'Entrecasteaux, l'île Bruny apparaît lentement. Une longue et fine bande de collines ondulantes, de forêts et de plages, divisées en Bruny Nord et Bruny Sud, par un étroit isthme de sable appelé The Neck. Vue du ciel, elle paraît fragile, comme si la mer pouvait l'engloutir à tout instant. Pourtant, la vie y est florissante, sauvage, authentique et profondément tasmanienne. L'île Bruny est un lieu où l'isolement rencontre le raffinement. On y randonne le long de côtes sauvages le jour et on y savoure une cuisine locale et de saison le soir. Son climat maritime frais offre une gastronomie parmi les meilleures de la région. Les délicieuses huîtres du Pacifique de Great Bay, les fromages onctueux des fromageries locales et le miel des abeilles butinant l'eucalyptus indigène. Cette alliance de nature sauvage et de gastronomie a valu à Bruny le surnom de paradis des gourmets sauvages. Un trajet en voiture le long des routes sinueuses de l'île révèle ces contrastes. Un instant, on est entouré d'une forêt d'eucalyptus imposante. L'instant d'après, la vue s'ouvre sur de vastes baies aux eaux calmes et limpides. Au belvédère de The Neck, une courte ascension de quelques marches en bois mène à l'un des panoramas les plus photographiés de Tasmanie. Un vaste panorama sur l'océan de part et d'autre, avec l'étroite langue de sable qui s'étend à perte de vue dans le bleu. Le soir venu, de petits manchots regagnent leur terrier en se dandinant, leurs cris portant doucement au-dessus des dunes. Plus au sud se trouve le cap Bruny, cœur historique de l'île. Le phare du cap Bruny, construit en 1836, se dresse sur une falaise surplombant l'océan austral. C'est l'un des plus anciens phares d'Australie. De ses pieds, le panorama est à couper le souffle. Falaises abruptes, brumes tourbillonnantes et grondements sourds des vagues. Les jours de tempête, l'horizon disparaît complètement, ne laissant place qu'au vent et au bruit de la mer. C'est un rappel que Bruny, malgré tout son confort, reste une île isolée. La faune est omniprésente. Le long des côtes, des otaries à fourrure se prélassent sur les rochers et des aigles de mer patrouillent les falaises. Au crépuscule, on aperçoit souvent des wallabies en bord de route et avec un peu de patience, on peut même entrevoir le rare wallaby blanc, une particularité génétique devenue l'un des symboles discrets de Bruny. Au large, des croisières écologiques longent le littoral accidenté, passant devant des pitons rocheux et des grottes où l'on peut parfois observer des dauphins et des baleines. La gastronomie demeure le fil conducteur de l'île. Chez Get Shocked, les visiteurs dégustent des huîtres quelques minutes après leur récolte, accompagnés de vin mousseux local. Non loin de là, la fromagerie Bruny Island Cheese Company propose des dégustations de fromages artisanaux affinés sur place, tandis que de petits étals de producteurs vendent des baies de saison, du cidre et du chocolat au miel de l'île. Chaque repas est une immersion totale dans le terroir, une célébration de l'isolement sublimé par les saveurs. L'hébergement à Bruny reflète ce mélange harmonieux de nature et de confort. Écolodges et cabanes en bord de mer sont disséminés sur l'île, nombre d'entre eux offrant des vues imprenables sur la forêt et la mer. Les nuits y sont sombres et silencieuses, seulement troublées par le vent dans les arbres et le clapotis des vagues non loin de là. Pour les voyageurs en quête de tranquillité, c'est l'une des destinations les plus ressourçantes de Tasmanie. Au-delà de la gastronomie et des paysages, ce qui rend Bruny inoubliable, c'est son rythme, lent, authentique et intimement lié au lieu. On peut y passer une matinée à faire du kayak dans Adventure Bay, un après-midi à déguster des huîtres au bord de l'eau et une soirée à la belle étoile, loin de toute pollution lumineuse. L'île invite à ralentir, à savourer et à observer avec attention. Au sud-ouest de Hobart, la route longe la rivière Huon, serpentant à travers vergers, vallées brumeuses et villages paisibles. Bienvenue dans la vallée de Huon, où le rythme de la Tasmanie se fait plus doux, au rythme de l'eau.
Surnommée le cœur de l'île aux pommes, cette région a forgé son identité autour de son terroir, ses fruits, ses forêts et son atmosphère de sérénité immuable. Ce surnom remonte au début du XXe siècle, lorsque la vallée de Huon était le centre névralgique du commerce d'exportation de pommes australiennes. Des millions de caisses de pommes rouges et vertes croquantes quittaient chaque année cette région pour les marchés du monde entier. Cette époque est révolue, mais son héritage perdure. On le retrouve sur les étals en bord de route, où l'on vend des variétés anciennes, dans les vergers qui tapissent encore les collines et dans la fierté que les habitants tirent de leurs produits. Aujourd'hui, outre les pommes, la vallée est réputée pour son cidre, son miel et ses petites distilleries artisanales qui reflètent son caractère rural. La rivière Huon est essentielle à la vallée. Prenant sa source au cœur des contrées sauvages du sud-ouest de la Tasmanie, elle coule vers le nord en direction de la mer, s'élargissant au passage des terres agricoles et des forêts. Le long de ses rives, les randonneurs découvrent des sentiers de randonnée, des parcours de kayak et des aires de pique-nique ombragées par les saules. La rivière reflète toutes les couleurs du ciel, un or pâle au lever du soleil, un bleu profond au crépuscule. Et elle relie les villages de la vallée. Huonville, Franklin, Sydney et Giveston. Chacun possède son propre rythme, son propre charme. Franklin, l'un des plus anciens villages, résonne encore du savoir-faire artisanal. Ici, au sein du Living Boat Trust, des charpentiers de marine perpétuent la tradition de la construction navale en bois, façonnant le Pin Huon en d'élégantes embarcations fluviales. Non loin de là, Sydney attire artistes, musiciens et producteurs locaux. Ces marchés du week-end regorgent d'objets faits main, de produits bio et de musique qui emplissent la rue principale. Ensemble, ces villages tissent le tissu social d'une communauté qui valorise autant la créativité que la tradition. La nature sauvage de la vallée se dévoile à la passerelle aérienne de Taune, l'une des expériences forestières les plus saisissantes de Tasmanie. Une route sinueuse depuis Giveston mène à une forêt dense, où une passerelle en acier s'élève au-dessus de la canopée d'eucalyptus géants. Debout sur la plateforme en porte-à-faux surplombant les rivières Huon et Picton, le panorama est une immersion totale. Les cimes des arbres ondulent sous le vent, les oiseaux chantent en contrebas et la rivière scintille entre les troncs. C'est une rencontre intime avec les forêts ancestrales de Tasmanie et un rappel de leur fragilité. Après les feux de brousse de 2019, de nouvelles pousses émergent désormais de l'écorce noircie, un symbole vivant de renaissance. Ici, l'aventure se mêle harmonieusement à la contemplation. Les visiteurs peuvent traverser le pont suspendu de Huon, emprunter le court sentier des ponts suspendus ou se laisser tenter par une descente en rafting sur les eaux paisibles de la rivière Huon. D'autres préfèrent tout simplement s'asseoir au bord de l'eau, siroter un cidre local et écouter le bruissement des feuilles. Bienvenue en Tasmanie, où le temps semble s'étirer et où les moindres détails, le bourdonnement des abeilles dans un verger, le parfum du bois fraîchement coupé, prennent tout leur sens. Ici, le développement durable n'est pas un slogan, mais un véritable mode de vie. De nombreuses exploitations agricoles de la vallée pratiquent l'agriculture biologique ou régénératrice, et le tourisme y est volontairement à petite échelle. L'objectif n'est pas l'afflux massif de visiteurs, mais la création de liens durables. Les voyageurs sont invités à rencontrer les producteurs, à déguster des fruits cueillis directement sur l'arbre et à s'imprégner du rythme de vie qui caractérise cette région fertile. En fin d'après-midi, la lumière de la vallée se teinte d'or et la rivière reflète les collines dans une quiétude parfaite. La fumée s'échappe des cheminées et le jour s'apaise. Le Huon semble être une carte postale vivante, incarnant à la perfection tout ce que représente la Tasmanie. L'autonomie, la résilience et l'harmonie avec la nature. Alors que la route vers le sud commence à se rétrécir et que la forêt s'épaissit à nouveau, le chapitre suivant du voyage conduit à travers l'immensité sauvage de l'île, vers la beauté isolée du parc national du sud-ouest, où la civilisation s'efface dans le silence. Si la Tasmanie donne l'impression d'être un monde à part, le parc national du sud-ouest est le bout du monde. S'étendant sur plus de 6000 km², il s'agit de la plus vaste et de la plus isolée aire protégée de l'État, une terre de montagnes, de forêts et de landes où le climat, et non l'homme, rythme la vie. C'est l'une des dernières zones sauvages tempérées de la planète, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO pour son importance écologique et géologique. Peu de routes mènent aussi loin. La route de la rivière Gordon est l'une des rares portes d'entrée du parc.
Elle serpente vers l'ouest depuis la vallée de Huon, à travers un paysage qui se fait plus sauvage à chaque kilomètre. Les villages disparaissent. Le réseau téléphonique s'éteint. La forêt s'épaissit et l'air embaume la pluie et l'huile d'eucalyptus. La route se termine près de Stratgordon, un minuscule hameau surplombant les lacs Peder et Gordon, deux vastes lacs artificiels qui scintillent comme de l'argent dans le bassin montagneux. D'ici, on saisit aisément l'immensité du parc. Les chaînes de Frankland et d'Arthur West s'élèvent abruptement du plateau, leurs pics déchiquetés souvent dissimulés par des nuages épais. La pluie est incessante. Le vent violent et la lumière changent à chaque instant. Les randonneurs qui s'aventurent à l'extérieur apprennent vite à respecter les éléments. La pluie fouette la tente, la brume masque les sommets, et le silence règne entre les coups de tonnerre. Au même instant, lorsque les nuages se dissipent, le monde en contrebas semble infini, une mosaïque intacte de forêts, de landes et d'eau s'étendant jusqu'à l'horizon. Pour les aventuriers chevronnés, la traversée des monts Arthur de l'Ouest est l'une des randonnées les plus difficiles et les plus gratifiantes d'Australie. Crêtes étroites, descentes abruptes et météo imprévisible font de chaque pas une épreuve d'endurance. Ceux qui atteignent le lac Obron, dont les eaux sombres reflètent les crêtes dentelées environnantes, le décrivent souvent comme l'un des spectacles les plus envoûtants et d'une beauté saisissante de l'île. Mais le sud-ouest n'est pas réservé aux seuls alpinistes. Depuis Stratgordon, les voyageurs peuvent explorer des sentiers plus courts, comme celui de Ted's Beach, ou les points de vue le long du barrage Gordon. Ce dernier, achevé dans les années 1970, est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie. Haut de 140 mètres, il serpente à travers les gorges telle une vague de béton. On peut longer sa crête à pied ou, pour les plus téméraires, descendre en rappel sa paroi, l'une des plus hautes descentes commerciales au monde. Le contraste saisissant entre l'ouvrage humain et la nature sauvage environnante rend l'expérience inoubliable. Malgré les barrages, la majeure partie de cette région demeure intacte. D'anciennes forêts pluviales tempérées, riches en mousse, fougères arborescentes et pins huon, prospèrent grâce à une pluie constante. La faune y vit comme depuis des millénaires. Diables de Tasmanie, quolls et ornithorynques y évoluent toujours en liberté. Les ornithologues amateurs pourront peut-être apercevoir le perroquet à ventre orange, l'un des perroquets les plus rares au monde, qui migre entre cette région sauvage et la côte sud. Il règne ici un sentiment d'humilité. Pas de village, pas de foule, pas de réseau téléphonique, juste une nature brute et essentielle. Les voyageurs comprennent vite que le confort passe après la perspective. Les nuits sont longues et les étoiles se détachent nettement sur le ciel noir. À l'aube, la brume flotte sur les lacs et les forêts comme une créature vivante, et le bruissement du vent dans les arbres est le seul rappel que le temps s'écoule. Le parc national du Sud-Ouest n'est pas conçu pour le confort, mais pour l'émerveillement. Il préserve ce que le reste du monde a en grande partie perdu. Un paysage entièrement façonné par la nature, où la solitude est absolue et où chaque panorama est une découverte. En quittant ce lieu, les voyageurs décrivent souvent le même sentiment. Non pas le triomphe, mais une profonde vénération. La nature sauvage n'a pas besoin de nous, mais pendant quelques jours, elle nous laisse entrevoir à quoi ressemblait le monde avant notre arrivée. Sur la côte ouest sauvage de la Tasmanie se niche Strahan, petite ville portuaire qui semble perdue au bout du monde. Située sur l'immensité du port de Macquarie, elle recèle sous des eaux calmes des histoires tumultueuses de bagnards, d'explorateurs et d'une nature indomptable. Aujourd'hui, Strahan est la porte d'entrée de la côte ouest et des paysages sauvages du fleuve Gordon, mais son isolement demeure intact. La première impression est celle du calme. Les barques de pêche tanguent doucement dans le port abrité. Les rues serpentent autour du front de mer, bordées de maisons à colombages patinés et de cafés accueillants. L'air embaume légèrement le sel et la fumée de bois. Pourtant, derrière cette façade paisible se cache une histoire aussi profonde et sombre que les eaux qui l'entourent. Il y a 2 siècles, c'était l'un des avant-postes les plus reculés et redoutés de l'Empire britannique. Sur l'île Sarah, située dans la baie, se dressait l'un des premiers bagnes de Tasmanie. Fondé en 1822, il était destiné aux criminels les plus endurcis, des hommes qui s'étaient déjà évadés d'autres prisons.
Les conditions de vie y étaient brutales. Pluie glaciale, isolement et travail incessant à couper du précieux pin huon, un bois à croissance lente très prisé pour la construction navale. Nombreux furent ceux qui tentèrent de fuir à travers la nature sauvage environnante, mais rares furent ceux qui survécurent. Aujourd'hui, l'île Sara n'est plus qu'une ruine d'une paix envoûtante. On y accède par bateau, en débarquant sur une pelouse où ne subsistent que des fondations de pierre. Les guides font revivre le passé avec force à travers des récits de châtiment et d'évasion, notamment celui d'Alexander Pierce, le forçat qui s'enfuit dans la forêt et eut recours au cannibalisme pour survivre. Au milieu de ces ruines, il est difficile d'imaginer une telle cruauté dans un lieu si paisible. Le silence de la baie semble suspendu, comme si le temps retenait son souffle. Depuis Strahan, la plupart des voyageurs explorent la nature sauvage en embarquant pour une croisière sur la rivière Gordon, une expérience emblématique de la Tasmanie. Les bateaux glissent silencieusement sur le port avant de s'engager dans l'étroit détroit de Hells Gates, ce passage tumultueux reliant le port à l'océan austral. Une fois franchi, les eaux s'apaisent tandis que le bateau longe la rivière Gordon, un miroir aux reflets sombres teintés de tanin. La forêt tropicale humide surplombe les berges. Pins huants centenaires, myrtes et sassafras, leurs racines s'entrelacent sous des couches de mousse séculaire. Les visiteurs s'aventurent souvent sur des passerelles en bois au cœur de la forêt, respirant le parfum humide et sucré des pins huons. Certains de ces arbres sont millénaires, parmi les êtres vivants les plus anciens de la planète. Le silence y est quasi absolu, un silence presque physique, qui semble peser doucement sur les oreilles. C'est cette expérience qui capture l'essence même de l'ouest de la Tasmanie, sauvage, indomptable et empreint d'humilité. De retour en ville, Strahan allie histoire et hospitalité discrète. La gare de Regatta Point marque le départ du West Coast Wilderness Railway, un train historique qui emprunte l'ancienne route servant au transport du cuivre depuis Queenstown, à travers la forêt tropicale et le long de crêtes escarpées. Aujourd'hui, le voyage offre des panoramas exceptionnels sur les rivières et les vallées et témoigne de la détermination qu'il fallait jadis pour vivre ici. Malgré sa petite taille, Strahan possède une forte identité locale. Pêcheurs, guides touristiques et artistes y vivent côte à côte, unis par leur attachement au paysage. Les soirées y sont paisibles, la lumière dorée se reflétant sur le port et les montagnes se teintant de bleu à l'horizon. Les visiteurs se rassemblent sur le quai pour admirer le retour du dernier bateau de croisière, les mouettes tournoyant dans le ciel tandis que le soleil disparaît derrière les arbres. Le charme de Strahan réside dans ce mélange de solitude et d'histoire. C'est un lieu qui invite à la réflexion non seulement sur son passé, mais aussi sur la nature sauvage qui l'entoure encore. Pour de nombreux voyageurs, atteindre Strahan est une récompense en soi. Un rappel que les endroits les plus reculés recèlent souvent la plus profonde paix. Au cœur des hautes terres de Tasmanie se dresse Cradle Mountain, une couronne déchiquetée de pics de dolérite se reflétant dans des lacs glaciaires immobiles. Plus qu'un simple point de repère, c'est l'emblème même de la Tasmanie, présent sur les cartes postales, les affiches touristiques et dans l'imaginaire de tous ceux qui rêvent de nature sauvage. Pourtant, aucune photographie ne peut véritablement saisir son immensité ni son silence. Se tenir ici, enveloppé par l'air pur des Alpes et la roche millénaire, c'est comprendre pourquoi ce paysage est vénéré. La montagne se situe au cœur du parc national de Cradle Mountain Lake St. Clair, une zone sauvage classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une région façonnée par la glace. Les glaciers ont creusé les vallées et laissé derrière eux un chapelet de lacs et d'étangs, tous d'une clarté et d'une froideur parfaite. Le plus célèbre est le lac Dove, niché au pied de la montagne tel un miroir. Le circuit du lac Dove, une boucle de 6 km, est la randonnée la plus populaire de Tasmanie, mais même en présence de visiteurs, l'endroit reste rarement bondé. Des passerelles en bois serpentent à travers des forêts de pins crayons et des plaines de tucile, avec la silhouette sombre de Cradle Mountain toujours en vue. Ici, la météo est imprévisible. Le soleil peut se transformer en neige en 1 heure, même en été. Les nuages descendent sans prévenir, transformant les sommets en silhouettes fantomatiques. Les voyageurs apprennent vite que les vêtements superposables et imperméables sont indispensables, mais le spectacle en vaut la peine. Par temps clair, la montagne se pare d'orange au lever du soleil. Au crépuscule, l'eau se transforme en miroir, reflétant un monde suspendu entre ciel et terre.
Pour les randonneurs aguerris, Cradle Mountain marque la porte d'entrée nord de l'Overland Track, l'un des treks de plusieurs jours les plus célèbres d'Australie. Ce sentier de 65 km s'étend vers le sud à travers des plateaux alpins, des vallées moussues et des crêtes glaciaires jusqu'au lac Sainte-Claire. Le périple dure environ 6 jours et exige une bonne préparation. Les orages soudains, les sangsues et les nuits glaciales sont fréquents, mais ceux qui le terminent le décrivent souvent comme une expérience transformatrice. Chaque pas offre de nouvelles nuances de la nature sauvage, le craquement de l'herbe des neiges sous les pieds, le chant des currawongs résonnant d'une crête à l'autre, l'odeur de la pluie sur la pierre froide. Plus près du centre d'accueil, de courts sentiers dévoilent la beauté paisible des lieux. Le sentier enchanté traverse une forêt tropicale humide et moussue, où des ruisseaux serpentent entre les racines des arbres, tandis que Ronnie Creek est réputé pour sa faune. Au crépuscule, des wombats traversent le chemin, broutant tranquillement sous les crépitements des appareils photo. Wallabies et pas de melon, petits marsupiaux au corps rond, apparaissent entre les buissons, indifférents à la présence humaine. Pour de nombreux visiteurs, ces rencontres restent les moments les plus mémorables. La preuve que dans ce parc, la nature règne encore en maître. Autour du village de Cradle Mountain, l'offre d'hébergement est variée, allant des lodges de luxe avec spa aux cabanes rustiques réchauffées par un feu de bois. Le soir, la brume descend du plateau et embaume l'air d'un parfum de terre humide. Certaines nuits, lorsque le ciel se dégage, les étoiles semblent si proches qu'on pourrait les toucher, témoignant de l'immensité et de la pureté du ciel nocturne tasmanien. L'émotion que suscite Cradle Mountain est difficile à définir. Ce n'est pas une admiration intense et spectaculaire, mais quelque chose de plus discret, une forme d'humilité. Ici, le silence semble vivant. Le paysage semble figé dans son propre temps, indifférent au nôtre. Même les visiteurs de passage le remarquent. Le calme entre les rafales de vent, le reflet des nuages dérivant sur Dove Lake, la façon dont la montagne disparaît dans la brume puis réapparaît, immuable. Pour de nombreux Tasmaniens, cette montagne symbolise les valeurs de leur île. Une beauté brute, une résilience à toute épreuve et un équilibre parfait avec la nature. Que l'on randonne pendant des jours ou que l'on se contente de s'asseoir au bord de l'eau, Cradle Mountain offre le même cadeau. Un instant où le monde moderne s'efface et où l'on retrouve la sensation unique de respirer au cœur d'une nature sauvage et préservée. À l'extrémité sud du parc national de Cradle Mountain Lake Sainte-Claire se trouve le lac Sainte-Claire, connu des aborigènes sous le nom de Leaoulina, qui signifie « eau endormie ». Ce nom lui sied à merveille. La surface du lac est souvent d'un calme absolu, reflétant les nuages, les montagnes et les forêts avec une précision miroitante. Pourtant, sous cette apparente tranquillité, l'eau est profonde, atteignant 167 mètres, ce qui en fait le lac le plus profond d'Australie. Creusé il y a plus de 10 000 ans par le lent mouvement des glaciers, il a laissé derrière lui un bassin qui semble hors du temps, intact. Pour la plupart des voyageurs, c'est le point d'arrivée de l'Overland Track, la conclusion naturelle du plus grand périple en pleine nature de Tasmanie. Après 6 jours de marche à travers des plateaux alpins et des vallées moussues, les randonneurs découvrent ici le lac qui s'étend à perte de vue, argenté et bleu sous un ciel changeant. C'est un moment de calme, la fatigue laissant place à une fierté sereine, au cœur d'un paysage à la fois ancestral et vibrant de vie. L'accès est également facilité pour les visiteurs à la journée. Depuis le centre d'accueil des visiteurs du lac Sainte-Claire à Cynthia Bay, un réseau de sentiers pédestres longe le rivage et la lisière de la forêt. Le sentier Watersmith mène les randonneurs au confluent des rivières Huguel et Cuvier avant qu'elles ne se jettent dans le lac, tandis que le sentier de Platypus Bay offre la possibilité d'apercevoir l'un des animaux les plus discrets de Tasmanie. Le meilleur moment est tôt le matin, lorsque la brume flotte à la surface et que les ondulations révèlent les plongeons des ornithorynques. Des excursions en bateau sillonnent le lac, glissant vers la rive nord où commence l'Overland Track. Du pont, les reflets sont hypnotiques. L'eau sombre miroite la forêt dense de sassafras, de pins à cimes de céleri et de myrte. L'air embaume légèrement le bois humide et la pierre froide. Pas de ville, pas de foule, seulement le léger ronronnement du moteur et le cri occasionnel d'un currawong noir résonnant sur l'eau.
le calme apparent des lieux est trompeur. Sous la surface, le lac Saint-Clair abrite un écosystème complexe. Ses eaux froides et riches en oxygène favorisent une vie aquatique unique, tandis que la forêt environnante abrite des wombats, des échidnés et des pas de melon. Pour les aborigènes de Tasmanie, ce lieu revêt depuis longtemps une profonde signification culturelle et spirituelle. Des vestiges archéologiques témoignent de leur présence il y a des milliers d'années, lorsque les migrations saisonnières amenèrent les familles sur les rives pour pêcher, cueillir des plantes et célébrer des cérémonies. Aujourd'hui, Leaoulina est reconnu non seulement comme un site d'importance écologique, mais aussi comme un élément essentiel du patrimoine autochtone tasmanien, un paysage qui unit mémoire et survie. Le lac offre un havre de paix aux voyageurs explorant la nature sauvage du centre de l'île. Le petit Pump House Point Lodge, aménagé dans une ancienne station de pompage hydroélectrique qui s'avance dans le lac, propose un séjour parmi les plus enchanteurs d'Australie. De ses fenêtres, les hôtes peuvent admirer la pluie qui balaie l'eau ou la neige qui saupoudre les sommets environnants. Les nuits sont silencieuses, seulement troublées par le bruissement du vent dans les arbres et le doux clapotis des vagues sur le rivage. Pour ceux qui recherchent la solitude, le lac Sainte-Claire est un havre de paix. L'immensité du lieu est saisissante. Des montagnes à perte de vue, le lac qui se perd dans la brume et des forêts si denses qu'elles semblent absorber les sons. On comprend aisément pourquoi on l'appelle le cœur de la Tasmanie. Ici, rivières, sentiers, faune et histoire convergent en un espace parfait et serein. Debout sur l'embarcadère, au retour du dernier bateau, le soleil disparaît derrière les crêtes et le lac retrouve son aspect de miroir. Le monde semble suspendu. Dans ce silence, impossible de ne pas ressentir ce que ce lieu représente, la mémoire vivante d'une terre ancestrale préservée par l'eau, la forêt et le silence. La côte ouest de la Tasmanie est une terre de contraste, un lieu où les montagnes, jadis, rougeoyaient sous l'effet du feu et de la fumée, et où la nature reprend aujourd'hui ses droits sur les vestiges de l'industrie. Des villes comme Queenstown, Xi'an et Rosebery se nichent entre vallées brumeuses et collines érodées, leurs histoires intimement liées à la terre qui les abrite. C'est ici que l'histoire moderne de la Tasmanie s'est gravée dans la pierre, et que les cicatrices de ce passé font désormais partie intégrante de l'identité du paysage. Le voyage vers l'ouest donne l'impression de pénétrer dans un autre monde. La route depuis le lac Sainte-Claire serpente à travers une épaisse forêt pluviale avant de grimper vers des collines dénudées, couleur ocre. La pluie tombe souvent, parant les montagnes de nuances changeantes de bronze et de vert. Lorsque la brume se dissipe, on découvre les vestiges du passé. Les mines à ciel ouvert, les voies ferrées et les façades délavées d'anciennes villes minières, autrefois prospères. À son apogée, au début du XXe siècle, Queenstown était l'une des villes minières les plus riches de l'Empire britannique. La mine de cuivre du mont Lyell dynamisait son économie, générant d'immenses fortunes, mais à un prix exorbitant. Pendant des décennies, les fonderies ont brûlé les pentes boisées à blanc, libérant du soufre qui a dévasté la végétation et souillé le sol. Les collines offraient un spectacle surréaliste, dénudées, défigurées et luisantes comme de la rouille sous la pluie. Ce tableau à la fois tragique et fascinant valut à la ville le surnom de « paysage lunaire ». Aujourd'hui, Queenstown semble métamorphosée. La mine a fermé ses portes et bien que des traces de son passé subsistent, l'atmosphère du lieu évolue. La nature reprend peu à peu ses droits. La mousse recouvre les rochers, les arbres percent le sol et les rivières environnantes s'éclaircissent d'année en année. Les habitants se sont appropriés le patrimoine sauvage de la ville, transformant ses vestiges industriels en œuvres d'art et en expériences immersives. Les visiteurs peuvent emprunter le West Coast Wilderness Railway, qui suit l'ancienne voie ferrée minière à travers la forêt tropicale, les ponts et les gorges, et écouter les récits des mineurs qui transportaient autrefois le minerai de cuivre dans ces vallées reculées. Dans la ville même, des fresques et des galeries occupent désormais les bâtiments qui abritaient autrefois les bars et les commerces des mineurs. Le quartier des arts de Queenstown et le festival annuel, The Unconformity Festival, célèbrent la créativité née de l'adversité, rappelant que la résilience peut naître même des environnements les plus hostiles. Pour les voyageurs, c'est un mélange rare, l'esthétique du délabrement transformée en culture vivante. Plus au nord, Xi'an raconte un autre chapitre de l'histoire de la côte ouest. Jadis surnommée la Cité d'Argent,
elle abritait des milliers de mineurs en quête de fortune. Son imposant théâtre Gaiety et son musée témoignent encore de cette époque, vestige d'une ère où espoir et épreuve étaient indissociables. À quelques kilomètres de là, Rosebery demeure une ville minière en activité, entourée de cascades, de crêtes brumeuses et de forêts denses. Ici, l'industrie et la nature sauvage coexistent, parfois difficilement, mais indéniablement. Sur la côte ouest, le climat façonne tout. Pluie, brouillard et vent sont des compagnons constants. Ils estompent la frontière entre ruines et renaissance, adoucissant les contours des anciens terrils et ravivant les couleurs de la terre. Les voyageurs qui arpentent les sentiers autour de Queenstown ou se tiennent au belvédère d'Ironblow sont souvent frappés par la beauté du contraste. La roche rouillée qui luit à côté de la mousse verte ou la brume qui ondule dans les vallées autrefois emplies de fumée. Cette région est un symbole de résilience. Ses habitants, mineurs, artistes, guides et familles nourrissent une fierté discrète pour leur territoire. Ils l'ont vu dans ses pires moments et assistent aujourd'hui à sa renaissance. Devonport est le point de départ de nombreux voyages en Tasmanie, un carrefour entre mer et terre, industrie et campagne. Le Ferry Spirit of Tasmania y accoste après sa traversée de nuit depuis Melbourne, transportant voyageurs, voitures et caravanes impatients de découvrir l'île. Dès l'arrivée du navire au port, Devonport offre une première impression accueillante et pratique. Une ville portuaire active au rythme paisible, bordée de plages, de collines ondulantes et bercée par la brise du détroit de Bass. Cette ville de la côte nord de la Tasmanie est bien plus qu'un simple point d'arrivée. C'est un lieu où la mer rythme le quotidien et où se forge la réputation de l'île pour ses produits frais, ses grands espaces et son esprit communautaire. La rivière Mersey traverse Devonport, divisant la ville en deux parties, est et ouest. Sur ses rives, les pêcheurs déchargent leurs prises, les cyclistes empruntent la piste cyclable côtière et les habitants se retrouvent dans de petits cafés avec vue sur l'eau. L'atmosphère y est humaine, modeste, facile à explorer et immédiatement ancrée dans la terre. Pour de nombreux visiteurs, Devonport marque une transition entre la longue traversée du détroit et la liberté des routes tasmaniennes. En s'enfonçant dans les terres, le paysage s'ouvre rapidement sur des terres agricoles et des vergers, où de beaux champs s'étendent jusqu'au contrefort des Great Western Tiers. Véritable grenier à blé du nord-ouest, cette région produit une grande variété de produits, des pommes et des baies au miel, aux truffes et au fromage fin. À quelques minutes en voiture, on trouve des fermes et des caves où les voyageurs peuvent rencontrer les producteurs, déguster du cidre ou cueillir des fruits frais de saison. C'est une invitation à ralentir et à savourer les meilleurs produits de Tasmanie. De retour en ville, Devonport allie son passé industriel à une vie culturelle florissante. Le Bass Strait Maritime Centre, installé dans un bâtiment restauré des années 1920, retrace l'histoire du détroit, l'une des étendues d'eau les plus imprévisibles d'Australie. Les expositions évoquent les naufrages, les routes de navigation et l'évolution du service de ferry qui caractérise aujourd'hui les voyages entre la Tasmanie et le continent. Ce centre nous rappelle que chaque arrivée s'inscrit dans une longue tradition de traversée. Non loin de là, le phare de Mersey Bluff veille sur l'embouchure du fleuve. Peint en blanc avec des rayures verticales rouges, c'est l'un des sites les plus photographiés de Tasmanie. Les falaises environnantes offrent des vues panoramiques sur le littoral, tantôt escarpées, tantôt paisibles. Et au crépuscule, on peut souvent apercevoir des wallabies broutant sur les pentes herbeuses. Des sentiers de randonnée longeant le promontoire mènent à des gravures rupestres aborigènes, témoins silencieux du peuple Palawa, qui vivait et pêchait sur cette côte bien avant l'arrivée des navires européens. Devonport célèbre également ses liens avec la région environnante. Chaque année, la ville organise des événements mettant en valeur le caractère du nord de la Tasmanie. Courses cyclistes, festivals gastronomiques et marchés artisanaux qui rassemblent les communautés côtières et rurales. On y ressent une certaine simplicité. Devonport ne cherche pas à impressionner, mais son charme s'accroît au fil du temps. Les plages de Coles Beach, Back Beach et Don Heads offrent des havres de paix à quelques minutes du centre. On y croise des surfeurs, des promeneurs de chiens ou simplement des habitants qui regardent le ferry partir chaque soir, ses lumières s'estompant à l'horizon. L'alliance d'un port animé et d'un littoral ouvert confère à Devonport une atmosphère à la fois authentique et tournée vers l'avenir, une introduction idéale au reste de l'île. Pour les voyageurs se dirigeant vers le sud ou l'ouest, Devonport fait office de point de passage naturel.
À l'est s'étendent Launceston et la région viticole de la vallée de la Tamar. À l'ouest, les paysages accidentés de la Tarquine et la côte sauvage. Mais avant que l'aventure ne commence, cette petite ville portuaire offre un moment de répit pour respirer l'air marin, goûter aux premières pommes de la saison et réaliser que l'on est bel et bien arrivé en Tasmanie. Au nord de la Tasmanie, au confluent des rivières North Esk et South Esk qui forment la Tamar, se trouve Launceston, une ville à la fois chargée d'histoire et d'une agréable douceur de vivre. Surnommée la ville fluviale, elle est la deuxième agglomération de Tasmanie tout en conservant le charme d'une petite ville. Ici, l'architecture du 19e siècle côtoie des parcs verdoyants et des cafés animés. Et en quelques minutes, les rues laissent place aux vignobles, aux collines et aux vallées fluviales. L'histoire de Launceston est intimement liée à l'eau. La rivière Tamar serpente à travers la ville comme un fil d'argent, façonnant son passé de port de commerce et définissant son présent comme un haut lieu de la culture et des activités de plein air. Le quartier des quais, autrefois bordé d'entrepôts, s'est transformé en un secteur animé regorgeant de restaurants et d'espaces design. C'est un lieu idéal pour déguster des vins locaux, flâner sur les marchés du week-end ou simplement contempler les reflets de l'eau sur la rivière. Aux portes de la ville se trouve la réserve naturelle de Cataract Gorge, véritable havre de paix pour Launceston. À seulement 15 minutes à pied du centre-ville, elle offre un dépaysement total. Un ravin spectaculaire creusé par la rivière South Esk, encadré de falaises et de végétation luxuriante. Le pont suspendu ondule doucement au-dessus des eaux tumultueuses, tandis que des paons se promènent en liberté dans les jardins. Les visiteurs peuvent emprunter le télésiège, se baigner dans la piscine extérieure en été ou randonner jusqu'au belvédère qui dévoile des panoramas exceptionnels sur les gorges. C'est cette proximité, ce passage d'un café urbain à un canyon sauvage en l'espace d'une matinée, qui fait tout le charme de Launceston. De retour en ville, l'architecture de Launceston témoigne d'une histoire de prospérité et de préservation. Façades géorgiennes, maisons victoriennes et coins art déco bordent des rues qui ont peu changé depuis plus d'un siècle. Le musée et galerie d'art Queen Victoria abritent des expositions retraçant l'histoire naturelle et le passé colonial de la Tasmanie, tandis que de petites galeries et des studios de design reflètent une créativité grandissante. Dans les ruelles et les marchés, vous découvrirez des torréfacteurs artisanaux, des distillateurs locaux et une forte présence de produits du terroir, du pain au levain au fromage, en passant par les vins de climat frais de la vallée de la Tamar. À Launceston, les cafés font partie intégrante du quotidien. Les matins commencent par un café au bord de la rivière. L'après-midi, on peut se rendre dans une brasserie installée dans un ancien moulin ou pique-niquer à City Park, où la serre resplendit de fleurs de saison. La ville vit à un rythme paisible, serein et productif. Les habitants vous diront que c'est l'une des villes les plus agréables à parcourir à pied en Australie, et c'est tout à fait vrai. Chaque chemin mène à un endroit où il fait bon flâner. Juste après les limites de la ville, la route des vins de la vallée de la Tamar se déploie vers le nord, un patchwork de vignobles, de champs de lavande et de méandres de rivières. Le climat y est comparable à celui de certaines régions champenoises, ce qui en fait un terroir idéal pour les vins effervescents et les vins blancs aromatiques. Les domaines viticoles, à l'ambiance décontractée et chaleureuse, sont souvent tenus par des familles qui cultivent la vigne depuis des générations. Pour de nombreux voyageurs, Launceston constitue le point de départ idéal pour explorer ces paysages du Nord. Des excursions d'une journée au domaine de lavande de Brightstow, au parc national de Narrabeen ou même sur le plateau alpin isolé de Ben Lomond sont facilement accessibles. Malgré sa taille, Launceston conserve une forte identité, à la fois petite ville de campagne et centre culturel. Ici, l'important n'est pas le spectacle, mais le lien, à la terre, aux produits du terroir et aux habitants qui font la richesse de cette région. Le soir venu, la lumière illumine les collines, la rivière reflète l'horizon et la ville vibre d'une douce quiétude, harmonieuse entre patrimoine et modernité. Pour les voyageurs, Launceston marque à la fois une pause et un nouveau départ, un point d'équilibre idéal entre l'ouest sauvage et le nord fertile, un lieu de repos avant de s'aventurer au cœur de la Tasmanie. Elle rappelle que même dans une petite ville, l'essence de la Tasmanie, verdoyante, créative et proche de la nature, est toujours présente. Au nord de Launceston, la vallée de la Tamar s'étend le long du large fleuve qui lui donne son nom. Ce paysage de coteaux verdoyants, d'eau sinueuse et de routes tranquilles invite à la flânerie.
C'est la région viticole la plus réputée de Tasmanie et l'une des plus méridionales au monde. Son climat maritime frais offre des conditions idéales pour la production de vins effervescents, de chardonnay et de pinot noir, cépages qui s'épanouissent sous la fraîcheur des matins et la douceur des longs après-midi. La route depuis Launceston longe la rivière Tamar vers le nord, traversant de petits villages, des vergers et des champs où les vignes s'étendent en rangs bien ordonnés à flanc de collines. Le rythme ralentit naturellement. Ici, pas de précipitation. Tout, du vin à la conversation, semble fait pour être savouré. Plus de 30 vignobles jalonnent la route des vins de la vallée de Tamar, chacun avec son propre caractère. Certains sont d'élégants domaines aux pelouses impeccables et aux restaurants gastronomiques. D'autres sont des exploitations familiales où le vigneron vous servira peut-être personnellement un verre. Joseph Cromie Wines, juste au sud de la ville, donne le ton. Une demeure restaurée surplombant un lac paisible, où les dégustations s'accompagnent de fromages locaux et où la vue elle-même fait partie intégrante de l'expérience. Plus au nord, Moores Hill Estate et Holm Oak allient tradition et innovation, utilisant l'énergie solaire et une agriculture durable pour préserver le fragile équilibre de la vallée. Les vins reflètent le terroir, pur, vif et discret. Les vignerons locaux affirment souvent qu'ils ne cherchent pas à imiter une autre région. Ils laissent simplement la Tasmanie s'exprimer pleinement à travers chaque bouteille. Et c'est le cas. Les vins effervescents rivalisent avec ceux de Champagne, tandis que les pinots noirs figurent parmi les meilleurs d'Australie. Mais l'expérience ne se limite pas au verre. Elle réside aussi dans cette atmosphère de dégustation paisible qui caractérise la vallée. Au-delà du vin, la vallée de la Tamar offre un mélange de charme rural et d'aventure douce. Nombreux sont les voyageurs qui l'explorent à vélo, empruntant les routes de campagne pittoresques entre vignobles et cafés au bord de la rivière. D'autres séjournent dans des fermes auberges ou des gîtes de charme, se réveillant face à la brume sur les collines et savourant un petit déjeuner composé de miel, de baies et de pains locaux. On y trouve des champs de lavande en fleurs en été, des étals en bord de route vendant des cerises et des pommes, et parfois une galerie d'art nichée dans une grange. C'est une région où nature et agriculture coexistent harmonieusement, à l'image de la Tasmanie et de sa sérénité, fidèle à son propre rythme. La rivière n'est jamais bien loin. Naviguer en kayak sur ces portions calmes offre une perspective nouvelle. Les vignobles qui s'élèvent des berges, les pigargues à ventre blanc qui planent au-dessus de nos têtes et le doux clapotis de l'eau contre la coque. Au crépuscule, la lumière sur le Tamar se teinte d'or et le paysage tout entier semble se figer dans le temps. L'un des arrêts les plus pittoresques est le pont Batman, un ouvrage à travée unique reliant les rives est et ouest de la vallée. De là, les voyageurs peuvent parcourir les deux côtés de la route des vins et visiter les producteurs locaux de cidre, de truffes et de gin artisanal. La gastronomie de la vallée s'accorde parfaitement avec ses vins, fruits de mer frais, fromages artisanaux et cuisine de la ferme à l'assiette, à la fois raffinée et profondément ancrée dans le terroir. Les soirées dans la vallée de la Tamar sont empreintes d'une quiétude singulière. L'air se rafraîchit rapidement. Le ciel se teinte de lavande au-dessus des vignes. Les visiteurs décrivent souvent cette impression comme intemporelle, comme si le monde moderne se situait bien au-delà de l'horizon. En ce sens, la vallée capture l'essence même de la Tasmanie, une élégance sans prétention, une nature sauvage et paisible, et un lien profond avec sa terre. Que vous veniez pour une journée de dégustation ou pour une semaine de découverte paisible, la vallée de la Tamar vous invite à ralentir le rythme et à vous imprégner du paysage. Il ne s'agit pas de cocher des cases sur une liste, mais de vivre pleinement le moment présent, un verre à la main, tandis que la rivière et les collines vous rappellent la beauté de la simplicité. Sur la côte nord-est de la Tasmanie, entre la baie de Binalong et la pointe d'Eddystone, la baie des Feux s'étend sur plus de 50 km. Son littoral est composé de sable blanc immaculé, d'eau turquoise et de rochers de granit recouverts de lichen orange vif. Vue du ciel, elle paraît irréelle. Le feu et la glace se rencontrent aux confins du monde. Pourtant, au ras du sol, le calme règne. Seul le ressac, le vent et les cris des oiseaux marins se mêlent à la lumière infinie. La baie des Feux doit son nom non pas aux rochers, mais aux feux aborigènes que les premiers marins européens aperçurent le long de la côte. Ces feux témoignaient de la présence du peuple Palawa, qui vivait ici depuis des millénaires, pêchant dans les eaux claires et peu profondes et se déplaçant au gré des saisons à travers les dunes.
Leur lien à la terre demeure empreint de continuité et de respect, rappelant que ce lieu a toujours été vécu en harmonie et non conquis. Aujourd'hui, la baie est l'un des paysages les plus emblématiques de Tasmanie, et pourtant, elle conserve un caractère sauvage et préservé. La route qui part de Saint-Helens vers le nord serpente à travers les landes côtières avant de s'ouvrir soudainement sur des panoramas exceptionnels sur l'océan. La première vision de ces rochers orangés se détachant sur l'eau bleue est inoubliable, un contraste si saisissant qu'il semble presque irréel. Et pourtant, il est bien réel. Cette couleur provient du lichen qui prospère grâce à l'air pur et aux embruns constants. Les voyageurs viennent ici pour la simplicité. Les longues promenades sur des plages désertes, la baignade dans des bassins rocheux aux eaux cristallines et les nuits passées sous un ciel si étoilé qu'il semble presque bourdonner. Les campings sont disséminés le long de la côte, souvent à 2 pas du sable. Les matins commencent au son des vagues et les soirs s'achèvent autour d'un feu de bois flotté, bercé par le léger parfum du sel marin. Pour ceux qui privilégient le confort, les écolodges et les visites guidées offrent un accès à la région avec un impact minimal. La randonnée de la baie des Feux, un trek de plusieurs jours le long de la côte, est l'une des plus belles expériences de randonnée de Tasmanie. Elle allie aventure douce et immersion paisible. Marche pieds nus dans les dunes, plongée avec tuba au milieu des forêts de varech et séjour dans des lodges éco-conçus, conçus pour se fondre dans le paysage. L'important n'est pas le défi, mais le moment présent. Prendre le temps d'apprécier la texture du sable, le rythme des marées et le jeu de lumière sur les rochers. Les eaux de la baie comptent parmi les plus claires d'Australie et abritent des bancs de poissons, des raies et des étoiles de mer. La plongée avec tuba ou le kayak le long des criques abritées révèlent un monde sous-marin aussi coloré que celui de la surface. Il arrive que des dauphins suivent les pagayeurs près de la surface, et des phoques se prélassent au soleil sur les îlots au large. Chaque virage semble digne d'un film, mais ici, rien n'est artificiel. La nature est en parfait équilibre. Au-delà de sa beauté, la baie des Feux incarne quelque chose de plus profond concernant la Tasmanie elle-même, la pureté et la retenue. L'île a préservé sa nature sauvage, permettant à des lieux comme celui-ci d'exister sans bruit, sans foule, sans excès. La présence humaine y est discrète, respectueuse, quelques empreintes effacées par la vague suivante. À Eddystone Point, le phare de granit veille à l'extrémité nord, gardien silencieux des vagues déferlantes. De là, la côte semble s'étendre à l'infini, un spectacle changeant d'heure en heure au gré du temps et des marées. Au coucher du soleil, les rochers s'illuminent, non par le feu, mais par la lumière réfléchie, et le nom de la baie prend alors une nouvelle dimension. Debout là, le visage caressé par le vent marin et l'horizon qui se pare d'or, vous comprenez ce qui rend ce lieu sacré, sa simplicité, ses couleurs et son calme. Dans la baie des Feux, rien ne vient perturber la perfection de la nature. Il n'y a que vous, la côte et cette sensation d'être pleinement présent au bout du monde. Sur la côte est de la Tasmanie, la péninsule de Freycinet s'avance dans la mer comme un croissant poli, offrant un paysage de pics de granit rose, de plages de sable blanc et d'eau saphir. Elle abrite le parc national de Freycinet, l'une des plus anciennes et des plus appréciées aires protégées d'Australie, et son joyau, la baie de Wineglass, dont l'arc parfait est devenu un emblème de la Tasmanie. Le voyage commence près de Coal Bay, un petit village côtier niché au pied des impressionnantes flèches des Hazards, montagnes de granit qui se parent de teintes roses et dorées aux premiers et derniers rayons du soleil. De là, le parc national se déploie en une mosaïque de plages, de forêts et de falaises qui semblent avoir été sculptées pour l'exploration. Tout y est d'une pureté et d'une authenticité rares. Un paysage où les couleurs semblent avoir leur propre son. Le sentier du belvédère de Wineglass Bay est la randonnée la plus célèbre du parc, et à juste titre. Il grimpe régulièrement à travers une forêt d'eucalyptus et s'ouvre soudain sur ce panorama. La plage de sable blanc qui rencontre la mer turquoise avec les rochers roses du mont Mason et du mont Amos qui se dressent en arrière-plan. C'est un de ces rares endroits où aucune photo ne peut rendre justice à ce que l'œil perçoit. La pureté de l'air, la profondeur des couleurs, le silence qui amplifie le bruit des vagues en contrebas. Pour ceux qui souhaitent poursuivre, le sentier plus long qui descend jusqu'à la plage offre une perspective plus intime. Le sable est fin comme de la poudre, l'eau froide et d'une clarté incroyable.
Souvent, on y croise âmes qui vivent, seulement le bruit des vagues et le vol des oiseaux marins. Les kayakistes glissent le long de la courbe de la baie, leurs pagaies traçant de fines rides à la surface lisse comme un miroir. Par temps calme, des dauphins, voire des baleines, peuvent apparaître au large, animant la quiétude du paysage. L'aventure est ici omniprésente. Le kayak de mer autour de la péninsule permet de découvrir des criques secrètes et des grottes marines, tandis que l'escalade et la descente en rappel sur les parois granitiques des Hazars attirent des amateurs de sensations fortes du monde entier. Pourtant, pour la plupart des visiteurs, le plaisir réside dans l'équilibre entre activité et tranquillité. Randonnée matinale, baignade ou pique-nique l'après-midi, et contemplation du coucher de soleil qui pare les falaises d'une douce lumière rose. Freycinet est également un modèle de tourisme durable. La gestion du parc national privilégie la conservation, en limitant le développement et en régulant le flux de visiteurs afin de protéger les habitats fragiles. Les sentiers sont bien entretenus mais discrets, les hébergements vont des simples emplacements de camping aux écolodges, conçus pour se fondre dans le paysage, et la plupart des activités, des randonnées guidées aux croisières d'observation de la faune, sont organisées selon des directives environnementales strictes. Ce souci du détail garantit que ce qui attire les visiteurs reste intact. La faune prospère grâce à cet équilibre. Les wallabies de Bennett broutent près des parkings, les wombats se faufilent dans le maquis au crépuscule et les oiseaux marins nichent sur les îlots au large. Les eaux environnantes font partie d'une réserve marine abritant des forêts de varechs, des ormeaux et une multitude de poissons multicolores. Même les plus petits détails, le parfum d'eucalyptus dans l'air chaud, le craquement du sable de quartz sous les pas, témoignent de la vitalité de ce lieu. La nuit, Freycinet semble hors du temps. Les étoiles constellent le ciel et le faible faisceau du phare du Cap Tourville balaie rythmiquement la mer sombre. La péninsule paraît retenir son souffle entre les marées, intemporelle et sereine. Se tenir au-dessus de Wineglass Bay, c'est comprendre pourquoi les voyageurs traversent les océans pour l'admirer. Ce n'est pas seulement une question de beauté, c'est une question d'harmonie. Ici, la terre, la mer et le ciel s'alignent parfaitement. Et l'espace d'un instant, on ne fait qu'un avec eux. Freycinet ne cherche pas à attirer l'attention. Elle la mérite discrètement, à chaque scintillement de l'eau et à chaque courbe du granit. Au large de la côte et de la Tasmanie, une courte traversée en ferry depuis Triabuna mène à l'île Maria, un lieu qui ressemble davantage à un musée vivant qu'à une destination touristique. Ici, pas de voitures, pas de commerce, pas d'habitants permanents. Seulement de vastes prairies, des falaises balayées par les vents et une faune d'une extraordinaire richesse. On la décrit souvent comme une Tasmanie en miniature, un microcosme du patrimoine naturel et historique de l'île, préservé dans une quiétude quasi parfaite. La traversée en ferry dure une trentaine de minutes, mais elle donne l'impression d'un voyage dans le temps. Tandis que le continent s'estompe, l'horizon se dessine sous les contours du mont Maria et des pics Bishop et Clerk qui s'élèvent abruptement de la mer. En débarquant à Darlington, unique village de l'île, on est accueilli non par la circulation ou le bruit, mais par le doux bruissement de l'herbe et la vision de wombats broutant près de ruines coloniales. L'île Maria est à la fois un sanctuaire de faune sauvage et un site historique, et l'équilibre entre les deux forge son caractère. Au début du 19e siècle, elle abritait un bagne, l'un des nombreux établis en Tasmanie. Les vestiges de cette époque sont encore visibles. L'intendance, le bagne, des rangées de maisons en grès aujourd'hui restaurées et inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. En s'y promenant, on imagine aisément l'isolement que devaient ressentir les prisonniers, coupés du monde, entourés par la mer et le silence. Ce qui symbolisait autrefois les difficultés est devenu une histoire de renaissance. Dans les années 1970, l'île Maria a été déclarée parc national et sa faune a commencé à prospérer. Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs endroits d'Australie pour observer les animaux dans leur habitat naturel. Des wombats se dandinent dans les champs, des kangourous forestiers se prélassent au soleil et des oies de Cape Barren broutent en toute tranquillité. Même le diable de Tasmanie, réintroduit ici dans le cadre d'un programme de conservation, y a trouvé refuge.
L'île est la preuve que lorsque la nature dispose d'espace et de temps, elle sait se régénérer. Les paysages de l'île présentent une remarquable diversité compte tenu de sa taille. Des sentiers serpentent à travers les forêts côtières, les plaines balayées par les vents et mènent à des belvédères offrant des vues panoramiques sur la côte est. L'une des randonnées les plus célèbres conduit aux falaises peintes, où des strates de grès ondulent dans des nuances d'or, d'orange et de crème, une œuvre d'art naturel sculptée par le vent et l'eau. Un autre sentier longe les falaises fossiles, où d'anciens vestiges marins sont incrustés dans la roche, offrant un lien tangible avec la riche histoire géologique de l'île. Les visiteurs peuvent explorer l'île Maria à pied ou à vélo en empruntant des itinéraires qui serpentent entre plages, forêts et ruines. Le camping est autorisé près de Darlington et y passer la nuit transforme complètement l'expérience. Une fois le dernier ferry parti, l'île retrouve son calme, éclairée seulement par la lune et le murmure des vagues. Le ciel nocturne y est parmi les plus purs de Tasmanie, révélant les constellations avec une précision époustouflante. Ce qui rend l'île Maria inoubliable, ce n'est pas seulement son paysage, mais aussi son atmosphère de coexistence paisible. Ici, l'homme est un invité, évoluant avec douceur dans un monde qui appartient aux animaux et au vent. L'histoire et la nature ne font qu'un. Les anciens murs de la prison cèdent la place à des champs où paissent les wombats, et les oiseaux marins nichent sur les mêmes falaises qui abritèrent jadis des miradors. Pour les voyageurs, l'île Maria donne l'impression d'être hors du temps. Un rappel que nature sauvage ne rime pas forcément avec isolement et que la préservation peut être autant une question de retenue que d'action. La visiter, c'est goûter à l'essence même de la Tasmanie. Sauvage, magnifique et d'une résilience discrète. Au retour du ferry sur le continent, le souvenir de ce silence persiste. Un silence qui vous incite à être plus attentif au monde qui vous entoure. La route qui longe la côte et de la Tasmanie est l'une des plus belles d'Australie. Un enchaînement de baies immenses, de villages de pêcheurs et d'eau turquoise, qui semblent tout droit sortis d'un tableau. À son extrémité nord se trouve St. Helens, la plus grande ville de la côte est et un point de départ idéal pour explorer la baie des Feux. C'est un port en activité, où les bateaux de pêche déchargent leur prise du jour et où flotte une odeur de sel et d'algues. Tôt le matin, le quai bourdonne d'une activité tranquille. Les mouettes tournoient au-dessus de nos têtes, les filets sont remontés et l'eau scintille d'argent au soleil. Le rythme de la ville est intimement lié aux marées et les fruits de mer sont à l'honneur. Les voyageurs s'y arrêtent pour déguster des huîtres, des langoustines et des coquilles Saint-Jacques fraîches, à savourer de préférence près du port de Plaisance. Malgré sa taille, St. Helens conserve la quiétude d'un village balnéaire, son charme résidant dans les petits détails. Les conversations à la boulangerie, le vent dans les gréements, les embruns qui caressent l'esplanade. En descendant vers le sud, depuis St. Helens, la route côtière se déploie en longs tronçons hypnotiques. Elle serpente à travers des forêts d'eucalyptus et offre des aperçus de baies scintillantes, alternant entre promontoires sauvages et plages paisibles. C'est une route idéale pour la lenteur, pour s'arrêter aux portes des fermes, pour marcher pieds nus sur le sable clair, pour contempler l'horizon qui passe du bleu à l'argenté, puis au rose. Le paysage se transforme subtilement à chaque virage. À l'est, la mer de Tasman caresse le rivage. À l'intérieur des terres, de douces collines abritent vignobles, vergers et vieilles maisons à colombages ombragés par des cyprès. La route, à la fois intime et immense, serpente entre les histoires humaines et une côte qui semble encore sauvage et indomptée. Au-delà des plages, de petits villages rythment le voyage. La baie de Binalong, avec ses criques tranquilles, Scamander, où les vagues rencontrent l'embouchure du fleuve, et Bicheno, réputé pour ses colonies de manchots et ses geysers marins. Chaque étape offre un aperçu différent de la vie côtière. Des pêcheurs réparant leurs filets, des enfants courant sur le sable, des voyageurs s'arrêtant simplement pour écouter le bruit des vagues. Ce qui rend la route côtière si spéciale, ce n'est pas seulement sa beauté, mais aussi sa clarté. La lumière y est vive et pure, de celle qui transforme même un eucalyptus en une œuvre d'art. Les voyageurs décrivent souvent cela comme « revoir des couleurs »
après les verts sombres de l'intérieur de la Tasmanie. En atteignant les régions méridionales près de Cole Bay et de la péninsule de Freycinet, la côte se pare de toute sa splendeur. Des pics de granit émergent de la mer, l'eau prend une teinte plus profonde et le sentiment d'accomplissement s'intensifie, comme si la route elle-même vous avait conduit vers ce point culminant. Sainte-Hélène et la côte ne se résument pas à des paysages magnifiques. Elles vibrent au rythme de la nature, au pouls régulier des vagues et des roues, aux senteurs du sel et de l'eucalyptus, à l'équilibre subtil entre solitude et partage. C'est la Tasmanie dans toute sa splendeur sensorielle, où le paysage invite à la contemplation et à la simple respiration. Bien au-delà de l'île principale de Tasmanie, dispersée le long du détroit de Bass, se trouve l'archipel de Furneaux, une chaîne de plus de 50 îles balayées par les vents, façonnées par le granit, le vent et la solitude. Parmi elles, l'île Flinders est la plus grande et la plus habitée, et pourtant elle demeure profondément isolée, un lieu où nature sauvage et communauté coexistent dans une résilience paisible. En arrivant de Launceston ou de Melbourne, la première impression est celle de l'immensité. Des plages infinies qui épousent des criques turquoises, des crêtes de granit pâle qui émergent de la mer et un ciel immense qui semble s'étendre à l'infini. L'endroit paraît intact, authentique. Ici, la vie n'est pas rythmée par la circulation ou les fuseaux horaires, mais par la météo, les marées et le chant des oiseaux marins. L'île est dominée par le mont Strzelecki, un pic de granit qui s'élève au-dessus des plaines environnantes. Ses flancs abritent des forêts anciennes et des landes, tandis que son sommet offre un panorama exceptionnel sur le détroit de Bass, un patchwork de lumière, de brume et d'océan. Les randonneurs décrivent l'ascension comme un défi physique et une expérience de profonde réflexion. Une fois au sommet, le reste du monde semble bien loin. Au-delà de la montagne, le littoral se déploie en contraste saisissant. Des plages de sable blanc et paisible de Trousers Point aux rochers sauvages et battues par les vagues de la baie de Killiecrankie. Les plages sont rarement bondées. La plupart du temps, elles sont désertes, à l'exception des wallabies, des oiseaux marins et de quelques photographes en quête de la lumière parfaite de l'aube. C'est un paysage qui invite à la quiétude, un lieu où contempler le mouvement des nuages sur l'eau suffit amplement. Ici, le rythme de vie est tout aussi paisible. Whitemark et Lady Baron sont les petits centres de l'île, des lieux avec des épiceries, un pub et des habitants qui accueillent les nouveaux arrivants comme s'ils étaient attendus. La vie y est rythmée par la confiance et la simplicité. Du poisson fraîchement pêché échangé entre voisins, des boîtes à dons remplies de produits frais au bord des routes, des soirées passées autour des poêles à bois bercées par le murmure du vent. L'île Flinders est également riche d'un patrimoine aborigène, témoignant de l'histoire du peuple Palawa qui traversait autrefois des ponts terrestres reliant la Tasmanie à l'Australie continentale. D'anciens amas coquillers et des sites culturels subsistent disséminés sur l'île, vestiges de milliers d'années de liens ininterrompus avec la terre et la mer. Aujourd'hui, l'île est un havre de paix pour ceux qui cherchent à se déconnecter, les randonneurs, les photographes, les ornithologues et les amoureux de la solitude qui privilégient la sérénité au confort. L'hébergement va des simples cabanes en bord de mer aux écolodges autonomes alimentés à l'énergie solaire. L'accent est mis sur un impact minimal, sur le voyage léger et sur le respect de l'environnement. Ce qui caractérise Flinders Island, ce n'est pas seulement son isolement mais son authenticité, une rencontre sans filtre avec la nature et avec soi-même. Ici, pas de bruit pour se cacher, pas de précipitation pour vous distraire. Juste le vent, le granit et la mer, compagnons éternels dans un lieu qui semble être au bout du monde. Ici, l'isolement devient quelque chose de beau, non pas la solitude, mais la liberté. On imagine souvent la Tasmanie à travers le cri de son plus célèbre habitant, le diable de Tasmanie, mais sa faune sauvage recèle bien d'autres trésors. Coupée du continent australien depuis des millénaires, l'île est devenue un refuge pour des espèces endémiques, un véritable laboratoire vivant de l'évolution et de la survie. Le diable de Tasmanie, autrefois répandu dans toute l'Australie, ne survit plus qu'ici.
Malgré sa réputation féroce, c'est un charognard discret, indispensable à l'écosystème car il le débarrasse des carcasses. Sa population a été décimée par la maladie des tumeurs faciales du diable, un cancer contagieux découvert dans les années 1990. Depuis, des programmes de conservation, notamment sur l'île Maria, dans le parc national de Narantapuu et au Tasmanian Devil Unzu près de Port Arthur, ont permis de créer des sanctuaires exempts de maladies et des populations reproductrices. Lentement, l'espèce se rétablit, symbole du profond engagement de la Tasmanie en faveur de la protection de la faune sauvage. Mais le diable n'est que le début. La Tasmanie abrite une faune unique, parfaitement adaptée à son environnement. Des wombats qui se promènent dans les prairies alpines au crépuscule. Des cols orientaux, prédateurs agiles au pelage tacheté, autrefois disparus du continent. Et l'insaisissable ornithorynque qui prospère dans les rivières et les ruisseaux limpides de Tasmanie. Même les forêts vibrent de vie. Des padémelons et des bétongs s'agitent dans les sous-bois, tandis que des échidnés cherchent méthodiquement leur nourriture en bordure de route. Dans le ciel de l'île, des aigles à queue cunéiforme planent au-dessus des crêtes montagneuses. Et dans les étendues sauvages du sud-ouest, le chant mélancolique du Currawong résonne à travers les vallées brumeuses. Au large, des otaries à fourrure, des manchots et des albatros patrouillent les eaux froides du sud. L'isolement de la Tasmanie a préservé un équilibre fragile, rare dans le monde moderne. Les nombreux parcs nationaux et réserves de l'île, de Cradle Mountain Lake Sinclair à Freycinet, en passant par le Mont Field et le vaste parc national du sud-ouest, constituent le pilier de ces efforts de conservation. Les visiteurs sont invités à explorer ces lieux de manière responsable, en gardant une distance respectueuse, en évitant de nourrir les animaux et en restant sur les sentiers balisés afin de protéger les écosystèmes fragiles. Ces dernières années, la Tasmanie est également devenue un pôle d'attraction pour les projets de réensauvagement, des initiatives visant à restaurer les habitats naturels et à réintroduire des espèces disparues. La lutte contre les prédateurs invasifs comme les chats et les renards harets est essentielle, tout comme les programmes favorisant la coexistence entre l'homme et la faune sauvage, notamment aux abords des zones agricoles. L'objectif est simple mais fondamental: garantir la pérennité des espèces sauvages dans les paysages qui les ont façonnées. Pour les voyageurs, les rencontres avec la faune sauvage ici sont souvent intimes et spontanées. Un wombat broutant près d'une passerelle, un ornithorynque faisant frémir la surface d'un lac immobile, un cri strident porté par le vent la nuit. Chaque instant nous rappelle que la Tasmanie demeure l'un des rares endroits où la nature sauvage reste authentique. Rencontrer ces animaux, c'est entrevoir un rythme de vie ancestral plus profond que le temps, enraciné dans les forêts, les rivières et le silence de l'île. En Tasmanie, la nature n'est pas un décor, elle est une présence vivante et omniprésente. Au terme du voyage, la Tasmanie demeure ce qu'elle était au départ, un monde à part, une île façonnée par l'immensité et définie par le contraste. C'est un lieu où la nature sauvage côtoie l'art, où des forêts centenaires se fondent à l'horizon avec des marchés animés et où le bruit des vagues résonne non loin de l'écho des conversations d'un café. Des quais d'Hobart aux falaises balayées par les vents de la péninsule de Tasman, des vignobles de la vallée de la Tamar au brouillard qui enveloppent le lac Sainte-Claire. La Tasmanie réunit des éléments qui, ailleurs, ne coexisteraient peut-être pas. L'isolement et la chaleur, le silence et la créativité, l'ancien et le moderne. Chaque virage de route, chaque détour de sentier dévoile non seulement un paysage mais aussi un rythme de vie plus lent, plus paisible, plus réfléchi. Pour les voyageurs, cette île est souvent une destination à part entière, un véritable ressourcement. Ici, le temps s'écoule différemment. Le réseau téléphonique faiblit, l'air se rafraîchit et les sens s'aiguisent. La saveur du miel local, le parfum de l'eucalyptus humide, le chant d'un oiseau invisible au crépuscule, tout s'imprègne plus intensément. Ce n'est pas seulement le paysage qui marque les esprits, mais aussi le sentiment que le monde moderne semble suspendu, laissant la nature s'exprimer dans son langage originel. Ce qui définit la Tasmanie, ce n'est pas seulement sa nature sauvage, mais aussi la façon dont ses habitants vivent avec elle. Des villes comme Strahan, Bicheno ou Huonville ne cherchent pas à dominer leur environnement. Elles s'y adaptent. Les Tasmaniens parlent du climat, des marées, des forêts, non pas comme d'obstacles, mais comme de compagnons.
Agriculteurs, artistes et guides partagent une compréhension tacite. La beauté de cette île repose sur la retenue. Les mêmes forces qui rendent la Tasmanie si époustouflante la rendent aussi fragile. Cette prise de conscience a façonné la manière dont l'île accueille les visiteurs. Les sentiers sont bien balisés mais peu fréquentés. Les parcs nationaux sont accessibles tout en étant protégés. La zone de nature sauvage de Tasmanie, inscrite au patrimoine mondial et couvrant près d'un cinquième de l'île, est à la fois un sanctuaire et un rappel. La nature sauvage peut survivre si nous choisissons de la respecter. Ici, le tourisme responsable n'est pas qu'une simple recommandation, c'est une valeur partagée. Les voyageurs sont invités à minimiser leur impact, à ne laisser aucune trace, à écouter autant qu'à regarder. Chaque petit geste, comme remplir une bouteille au lieu d'en acheter une, séjourner dans des gîtes locaux ou soutenir les petits producteurs, contribue à préserver le fragile équilibre qui caractérise ce lieu. Ainsi, au terme de ce voyage, la Tasmanie ne donne pas l'impression d'être un simple lieu de passage. Elle semble vous avoir visité, être entrée discrètement, avoir bouleversé votre perception des distances et y avoir laissé une empreinte indélébile. Vous vous souvenez du calme de Cradle Mountain se reflétant dans un lac à l'aube, de l'écho des vagues se brisant dans la baie de South Cape, du parfum de l'océan porté par le vent froid. Debout à l'extrémité du continent, le regard tourné vers le sud, vers l'horizon où ne s'étendent que la mer et le ciel, on comprend ce qui rend cette île extraordinaire. Ce n'est ni son isolement, ni ses falaises, ni même sa faune. C'est ce rappel constant que la beauté, lorsqu'elle est laissée à l'état sauvage, n'a besoin d'aucune perfection. La Tasmanie perdure non comme un secret à découvrir, mais comme une promesse à protéger. Et dans cette première lueur sur Cradle Mountain, ou dans le grondement des vagues au cap le plus éloigné, on le ressent, cette fine frontière entre l'humanité et la nature sauvage, celle qui définit non seulement la Tasmanie, mais nous-mêmes. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le nous dans les commentaires si Tasmanie, Nacho. À l'extrême sud de l'Australie, là où le continent s'ouvre sur l'immensité bleue de l'océan austral, se trouve la Tasmanie, une île souvent décrite comme le bout du monde. Séparée du continent par le détroit de Bass, large de 240 km, elle offre une impression à la fois de connexion et d'isolement, de familiarité et de différence. L'air y est plus pur, les paysages plus verdoyants et le rythme de vie plus lent. Pour les voyageurs arrivant de Melbourne en ferry, la première vision de Devonport se fait après une traversée de nuit. L'océan est agité, les vents constants et l'horizon toujours en mouvement, rappelant que nous sommes dans le domaine des 40e rugissants, ces puissants vents d'ouest qui font le tour du globe entre les latitudes 40 et 50. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous et surtout, n'oubliez pas de découvrir les vallées sereines de l'Himalaya.